Bonjour à tous et bienvenue. Depuis 20 ans, le 9 décembre a été déclaré Journée internationale de lutte contre la corruption afin de sensibiliser le monde à ce problème. Et on en parle dans Ça fait l'actualité. Alors, qu'est-ce que les Ivoiriens pensent de la corruption? Vos réponses au micro de Siaka Koné. Je pense que la corruption, c'est une vraie gangrène dans la société. Je pense aussi que c'est un vrai handicap parce que ça ternit l'image du pays et puis aussi ça ralentit l'évolution du pays, de l'économie, la société, plein d'autres activités. Ce que je peux dire, c'est que l'État met plus l'accent, on peut dire la pression même sur ces agents. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que même s'il y a des agents, dépêcher d'autres moyens encore pour pouvoir essayer de stopper cela. Il faut comprendre que la corruption, déjà, n'est pas une bonne chose à tous les niveaux. Et quand on parle de corruption, on ne peut pas stigmatiser quelqu'un. Nous sommes tous coupables. Que chacun éradique ça à son niveau, à l'interne. Faire sortir la corruption de son quotidien. C'est-à-dire tout ce qu'on doit faire doit être vrai. Il faut que lors des concours, chacun soit à mesure d'être courageux, de dire « je vais avec ma connaissance ». La solution que je peux apporter pour moi, je pense qu'on peut offrir des primes à des personnes qui dénoncent la corruption. C'est-à-dire toi, un individu, si tu vois quelqu'un en train de corrompre une autre personne, tu peux dénoncer à la police, puis la police va te récompenser. Et puis cela peut amener d'autres citoyens aussi à vouloir dénoncer des gens qui font la corruption. La corruption, vraiment, c'est une plaie. Il faut qu'on mette fin à ça. Et puis il faut donner les places aux plus méritants. Une fois que chacun des enfants, chaque étudiant, chaque personne a ça dans la tête, je pense que ça doit pouvoir aller. Aujourd'hui, quand vous étudiez l'histoire du monde, ça part d'abord de la biologie. On parle de la corruption du corps humain, qui veut dire la dénaturation de sa nature. Et puis après, on va l'appliquer au corps politique, pour dire la corruption du corps politique. Et aujourd'hui, quand nous parlons de ce phénomène de société, donc il touche plusieurs points. Il touche le point politique, il touche le point moral, il touche... Mais ça renforce, ou au moins ça renferme cette idée de détérioration de la nature d'une chose. Alors aujourd'hui, comme définition qu'on a, au moins ce que nous avons dans l'idée quand nous parlons de corruption comme phénomène social, c'est l'usage des biens publics pour l'intérêt personnel, pour l'enrichissement personnel. Et du coup, ça concerne des avantages qu'on sollicite ou qu'on reçoit de quelqu'un d'autre ou pour quelqu'un d'autre en vue d'accomplir ou de ne pas accomplir une action dans ses fonctions officielles. C'est ce que je dirais de la définition partant des différentes conventions. En tout cas, c'est monnayer un service qui normalement ne devait pas l'être. Et voilà un peu la définition de la... Alors, le 31 octobre donc, 2003, l'Assemblée générale a adopté la Convention des Nations Unies contre la corruption. Pourquoi aussi tardivement? Ça existait bien avant ces 20 dernières années. Pourquoi avoir attendu aussi tardivement pour mettre en place cette convention? Oui, parce que, comme je le disais, dans le domaine politique, la corruption, c'est un phénomène nouveau, même dans la compréhension, parce que regardez comment les structures traditionnelles fonctionnaient. C'était par privilège et par faveur. Et du coup, pour vous rendre service, c'était normal que vous me donniez en retour quelque chose. Ah, c'était pas perçu comme une action délictueuse ou une infraction. C'était commun. Ça faisait partie des privilèges que certains s'octroyaient au vu de leur rang. Exactement. C'est le système des cadeaux. Si je vous donne un cadeau, vous me donnez un autre. Et du coup, dans le fonctionnement des structures traditionnelles, je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est encore là, c'est que si je vais voir un chef, je ne vais pas main vide. Oui. Et il n'y a pas main vide. Donc, et puis, alors, la question de corruption vient avec la prise de conscience du droit, que j'ai un droit à ce service, et par conséquent, je ne dois pas payer, et vous ne devez pas me demander de payer pour un service auquel j'ai droit. Donc, avant qu'on ait l'idée du droit sûr, on ne peut pas dire qu'il y avait possibilité de mettre le mot corruption dans les services. Et puis alors, donc, 20 ans parce que justement le monde commençait à voir aussi les effets. Et puis aujourd'hui, peut-être on va y arriver, on parle de grandes et petites corruptions. Ces petites corruptions, disons ces services payés pour le fonctionnement social,
c'était pas immense pour empêcher le fonctionnement social. Mais quand ça devient quelque chose qui handicape le fonctionnement, qui handicape les institutions, eh bien, il faut alors prendre des mesures. Et je pense que c'est dans ce sens-là, 20 ans, on a vu que la corruption avait pris des dimensions gigantesques pour même handicaper le fonctionnement des institutions. Alors justement, que dit cette Convention des Nations Unies? Alors, avant que je ne parle même de cette convention, parce que là, savez-vous que l'Afrique avait déjà une convention Ah oui? Ah ben oui. Elle émanait de qui? De quoi? De l'Union africaine. Ah oui? L'Union africaine, elle a eu sa convention au mois de juillet. Au mois de juillet 2003 aussi, ça fait 20 ans qu'ils ont mis en place justement une convention. Donc l'Union africaine aurait inspiré les Nations Unies? Ah oui, en fait, quand vous lisez dans le préambule de la Convention des Nations Unies, c'est cité. C'est cité. Donc il y avait d'autres aussi, comme les Amériques, comme l'Union européenne, qui avaient déjà commencé. Et en fait, si vous regardez, c'est presque des expériences particulières régionales qui ont été cristallisées pour faire une expérience internationale ou au moins faire une convention internationale. Mais sinon, il y avait déjà des entités dont l'Afrique avait... Et que dit la Convention de l'Union africaine? Alors, la Convention de l'Union africaine repart presque au même titre que la Convention des Nations Unies. C'est-à-dire qu'elle veut que les États se mettent ensemble pour lutter contre la corruption et puis elle définit ce qu'est la corruption. Mais en fait, c'est dans son article 4, il va montrer les différentes activités qui constituent la corruption et qui doivent être punies, et du coup appeler les États à prendre des mesures pour lutter contre ces activités, les États à coopérer entre eux pour lutter ces activités, pour extrader, ainsi de suite. Et c'est ce que vous retrouvez, si vous voulez, dans la Convention aussi des Nations Unies. Dans la Convention des Nations Unies, à la limite, ils ne définissent même pas la corruption, sinon dans ces articles 15 et 16, où ils vont dire justement que, voilà, il faut pénaliser certaines activités. Et quelles sont ces activités qu'il faut pénaliser? C'est notamment quand on promet ou on offre ou on accorde à un agent public, directement ou indirectement, un avantage indu pour elle-même ou pour quelqu'un d'autre, pour une entité, afin de la mener à accomplir ou ne pas accomplir quelque chose. Et du coup, c'est vraiment dans le même sens. On va détailler ça. Mais d'abord, est-ce qu'on peut affirmer que ce phénomène de la corruption concerne tous les pays du monde? Absolument. Tous les pays sont concernés. Absolument. Quand vous regardez les rapports de Transparency International, ils ont développé depuis, je crois, 1996, ce qu'ils appellent CPI, Perception Index, donc l'index de perception de la corruption. Donc chaque année, ils évaluent tous les pays. Par exemple, je pense que le rapport plus récent, c'est de l'année dernière parce qu'il était publié cette année. Tous les pays sont cotés et vous voyez que... les mieux cotés. Voilà, mais qui sont les bons élèves et les mauvais élèves? Oui, les bons élèves, ce sont plutôt les pays scandinaves. Oui. C'est le Danemark, c'est la Norvège, c'est la Finlande, et puis il y a la Nouvelle-Zélande aussi, et puis Singapour. Ce sont les premiers pays parmi les 5 premiers. Et le Danemark, donc c'est coté sur 100. Donc le moins corrompu aurait 100 et le plus corrompu aurait 0. Et le plus corrompu, c'est quoi? Ce pays se trouve sur quel continent? En Afrique? Vous imaginez. Voilà. Non, mais c'est ça. Est-ce que parce que vous me dites l'Union africaine a inspiré la lutte contre la corruption, mais on a l'impression qu'on est toujours les premiers dans le viseur quand on nous parle de corruption. Donc c'est vraiment l'Afrique qui est le continent le plus corrompu au monde? Malheureusement, oui, d'une certaine manière. Dans le sens où nous n'avons que 5 pays dans ce rapport de Transparency International qui atteignent 50%. 5 sur 54, ce n'est pas immense. Vous comprenez qu'au moins 49 sont en dessous de la moyenne. Et le dernier pays, justement, est aussi, donc le pays le plus corrompu est aussi malheureusement en Afrique. C'est lequel? La Somalie. Et la Côte d'Ivoire, on se positionne où? Ah, la Côte d'Ivoire, elle a 36 points. Elle a 36 points. Donc, ce n'est pas la dernière, mais elle n'est pas non plus dans le contexte africain, je pense qu'elle est la 16e. Elle est la 16e. Donc, les 5 pays, si vous voulez... Oui, citez les noms. Les bons élèves, c'est les Seychelles, qui, à mon avis, font très bien, puisque 70%. Et puis, il y a le Botswana, qui a 60%. Et puis, il y a le Cap-Vert. Et puis, île Maurice et le Rwanda. Donc, ils ne sont que les 5 qui ont pu avoir 50%. Les autres sont en dessous. Donc là, vous devez nous faire une cartographie de la corruption. Maintenant, est-ce qu'il y a des systèmes de corruption? Parce qu'on nous parle souvent
la corruption en col blanc. Est-ce que même nous autres, populations, personnes voilà, un peu plus pauvres, est-ce que dans notre quotidien aussi, on a des actes de corruption? Est-ce qu'on tient compte de tout ça? Absolument. Il faut des sommes astronomiques. Absolument. Mais la plupart de ce qu'on qualifie, c'est plutôt les grandes corruptions, c'est-à-dire la corruption des agents de l'État. Les personnalités politiques, les ministres, les chefs d'État. Voilà. Et qui prennent des milliards. Hein. Oui. C'est pas... Mais en même temps, même les petits ponts de vent, ça participe. Parce que le fait que, au lieu de chercher le service, je pense, payer pour ça, eh bien, ça va toucher aussi la moralité publique. Mais de l'autre côté, la corruption est chère. La corruption est chère parce que si le service est monnayé, donc le plus offrant sera le plus servi. Oui. OK? Et du coup, si par exemple, nous cherchons un service, vous amenez 100 francs CFA, moi j'amène 1000 francs, évidemment, il va me servir avant de vous servir. Oui. Et du coup, c'est question de marchandage. C'est question de marchandage. Mais quand on va, disons, quand ces organisations qui monotorisent la corruption, ils vont voir toutes ces attitudes. Mais ils vont s'attacher surtout à ces grands... Aux grandes personnalités. Aux grands poissons, parce que là, ce sont des milliards qui sont visés, quoi. Les entreprises pour gagner des marchés, c'est pas oui, ce sont des millions qui lui donnent. Mais c'est quoi la corruption la plus susceptible de la trouver quand il y a des sommes astronomiques, ou encore une fois, je vous dis, dans notre quotidien, comme vous dites, oui. on peut corrompre les uns les autres, oui. où elle est vraiment liée au fait de brasser beaucoup d'argent. Est-ce que c'est ça qui tente ou c'est... C'est tout ça, à mon avis. C'est tout ça dans le sens où chacun, il corrompt en fonction de ses moyens, en fonction de ses activités. Donc, selon... si vous êtes commerçant, vous allez vous rencontrer... Disons, peut-être vous serez confronté à la corruption routière. Oui. Si vous êtes entrepreneur et que vous avez une entreprise, donc vous serez en corruption avec les services de l'État qui donnent les permissions. Voilà. Si vous êtes dans l'entreprise de construction, donc ça dépend de là où vous êtes. Et selon le secteur d'activité, si on est dans le pétrole, on a tout type de corruption. Oui, oui. Mais à quoi ça ressemble? Parce qu'on nous parle souvent de rétrocommission. Quand ça concerne des grandes entreprises, on se trouve tous des scandales avec Total ou d'autres. Oui. Elf, c'est quoi ces rétrocommissions? Expliquez aux téléspectateurs de quoi il s'agit. C'est-à-dire que vous donnez de l'argent, mais c'est-à-dire vous... Au lieu de mener une campagne, disons, une compétition loyale avec tout le monde, un appel d'offres, un appel d'offres bien clair et tout, vous passez de l'argent à côté pour que justement votre entreprise soit prise, même si après, bien sûr, parce que aujourd'hui avec ces conventions, même les pays ont essayé de mettre en place disons, des structures, des mécanismes qui ne fonctionnent pas. Par exemple, s'il y a un grand marché, effectivement, on fera appel d'offres. Oui. Mais ça sera juste pour, disons, pour finir le rituel. On sait que celui qui a le plus offrant, qui va voir celui qui ouvre, voilà. Ça veut dire que, prenons des exemples concrets. Oui. On a un chantier, Oui. on est dans le BTP, je suis maître d'ouvrage propriétaire de la route, je fais un appel d'offres Oui. en faisant croire aux populations que le meilleur gagne. Voilà. Mais, par derrière, j'ai vu une société à qui je vais donner le marché parce qu'elle m'a déjà donné une grande somme pour me corrompre. Compris. C'est ça? Compris, oui. D'accord. Donc ça, c'est... Mais comment on agit? Parce que beaucoup se posent la question. J'ai vu récemment un homme qui avait été accusé devant la France entière d'avoir fait preuve de corruption, un homme politique qui disait qu'il ne pensait pas se retrouver en prison pour ce genre de crime ou de délit. Voilà. Dans l'esprit des gens, on ne va pas en prison parce qu'on a détourné de l'argent. Alors, comment on fait pour punir ces actions-là? On parle souvent de crimes en col blanc. Alors, vous savez, la conscience du mal naît progressivement. Et pour que, selon la pratique, à un certain moment, on minimise. Quand ça devient tellement commun et courant que tout le monde le fait, on ne comprend pas justement pourquoi on irait en prison, puisque justement les autres aussi le font. Oui. Puisque aussi les autres le font. Deux, on voit la faiblesse des institutions, on se dit, mais qui pourra? Trois, peut-être on est tellement bien protégé par les hautes sphères, et puis on se dit, non, moi je ne pourrais pas.
On est intouchable. Voilà. Et du coup, ça peut arriver justement que quand il est touché, il dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque justement la corruption était devenue la méthode, c'était devenu l'habitude de travailler. Est-ce que ça mérite la prison ferme, c'est-à-dire une privation de liberté, où on doit jouer sur le levier économique avec des amendes, avec des sommes faramineuses, ou quel serait le meilleur Alors, il faut voir la corruption comme quand même un crime. Hein? C'est-à-dire que, prenez un exemple. Si vous avez corrompu pour construire un bâtiment de 50, et on vous a pris non pas parce que vous étiez les meilleurs, mais parce que vous avez payé. Et parce que vous avez payé, vous savez vous aussi que vous ne devez rien à personne parce que vous êtes protégé. Alors imaginez-vous que vous construisez ce bâtiment sans respecter les règles et tout, et puis les gens habitent dedans et un bon jour... il s'effondre. Il s'effondre. Vous voyez? Donc il ne faut pas vraiment minimiser la corruption. On l'a vu avec le tremblement de terre en Turquie. Voilà. Où celui qui avait la responsabilité de toutes ces constructions qui n'ont pas tenu a été arrêté à l'aéroport immédiatement par les forces de l'ordre. Donc, vous comprenez que ce n'est pas simplement question d'économie, c'est question de vie qui est dedans. Alors, prenons un autre exemple simple. Vous êtes chargé de donner le passeport. Okay. Très bon exemple, très très bon exemple. Okay. Moi, j'ai mon enfant qui est mourant, mais je n'ai pas l'argent pour vous corrompre pour que j'ai mon passeport à temps. Donc, vous prenez votre temps parce que vous ne voulez pas me donner tant que je vous paye. Mais je ne peux pas payer, mon enfant meurt. Vous voyez? Ouais. Donc, si vous analysez comme ça, alors vous comprenez la gravité de la corruption sur les gens et sur la vie des gens. Et ça, je pense que vous comprenez que ça a une dimension pénale, pas simplement question de liberté provisoire et puis vous venez, vous payez. Bon, mais bien sûr, parmi les dispositions, il y a la saisie, il y a le gel des biens qu'on prévoit, mais à un certain moment, ça peut aller jusqu'au niveau pénal. Mais vous dites, par rapport à l'intérêt général, effectivement, dans les exemples, on citer le nombre d'équipements dont bénéficient pas les populations, le nombre de privations, puisque les sommes allouées ne vont pas à leurs destinataires et sont détournées. Exactement. Donc, exactement. Quand on se plaint... Et vous pourriez même ajouter les infrastructures. Oui. Si, par exemple, quelqu'un, au lieu de construire toute une route, ça c'est quand même criminel. Oui. C'est toute une population, tout un pays qui est privé des biens, de quelque chose qui l'aurait aidé à se développer. Donc... dire après, bon, il faut remettre l'argent, non, je retrouve... Mais c'est quoi le problème? C'est quoi? Nos gouvernants pensent encore, comme vous dites, à l'époque, et c'est vrai, par rapport aux royautés, il y avait une confusion entre le patrimoine du roi et puis celui de ce qui est devenu l'État. Est-ce que c'est encore ça, une mentalité? Ils pensent que l'argent des contribuables leur appartient, que l'argent qui est brassé par le pays leur appartient? Alors, je pense que c'est plus complexe, mais ça aussi, je crois que ça joue. Mais c'est plus que cela. C'est plus que cela dans le sens où il y a la question économique et sociale. Donc, si le salaire n'est pas suffisant, alors je risque effectivement de demander ici et là pour rejoindre les bouts du mois. Mais il n'y a pas que cela. Dans nos habitudes africaines, il y a ce que nous appelons la solidarité, qui est une valeur. On voit que vous avez eu un travail, tout le monde pense qu'il va en bénéficier, mais en bénéficier du petit salaire. Où est-ce que Donc, vous êtes tiraillé entre les sollicitations de la communauté d'origine et avec les moyens que l'État vous donne. Si vous ne dites pas non ici, où est-ce que vous allez trouver l'argent? Troisièmement, et là, c'est même ceux qui demandent, ceux qui demandent cette solidarité, ils ne s'interrogent jamais, est-ce que le monsieur, la dame a les moyens? Et où il trouve cet argent? Où est-ce qu'on ne s'interroge pas? Aussi longtemps qu'on reçoit, on est content. On ne s'interroge jamais, où est-ce qu'il trouve cet argent qu'il nous donne, puisqu'on sait, on sait au moins le salaire, c'est pas caché. Tout le monde sait le salaire d'un fonctionnaire. Comment il a pu faire ça dans cet argent? Et personne ne s'en offusque. Mais maintenant, la dimension culturelle, je pense qu'elle vient dedans, parce que le fait même que je ne condamne pas, mais si c'était quelqu'un d'autre, eh bien, je me serais offusqué, je serais scandalisé. Quand on est bénéficiaire, ça ne pose pas de problème. Mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce que je vais vous poser la question à la fin. Est-ce que, justement, ces bas salaires, en tout cas sur le continent africain,
tout le monde se plaint de ses salaires un peu partout, hein, surtout les minima sociaux. Est-ce que ces bas salaires favorisent la corruption? Pour faire simple, est-ce qu'en gagnant soit un SMIC à 60 000 francs par mois, on est tous corruptibles? On est vulnérable à la corruption. On est vulnérable, mais ce n'est pas ce qu'on doit. Parce qu'à la fin aussi, c'est quand même une question de moralité. On risque de stigmatiser les pauvres. Oui. On risque de stigmatiser les pauvres parce qu'on est pauvre. Donc certains disent que la misère n'excuse pas tout, n'explique pas tout. Exactement. Donc c'est là où je mettrais un peu de pointier pour dire, bon, c'est pas que parce qu'on est faible, on devient corruptible. Et il y a des gens intègres dans leur pauvreté. Mais de l'autre côté, à force de travailler pour peu, et puis on est tenté, on risque d'être tenté justement, de dire, bon, j'en ai besoin, et puis quelqu'un vient, il me donne l'argent, je prends. Mais on ne serait pas plus tenté quand on manipule beaucoup d'argent, justement. C'est pas là qu'on est plus tenté, quand les sommes... Pas nécessairement. D'habitude, les gens qui manipulent beaucoup, ils sont bien payés pour justement les garder contre la tentation. Mais les autres, c'est que vous aussi pouvez venir, vous voyez que je suis pauvre ici, et puis vous dites, ok, déjà vous en avez besoin, je vous donne. Et du coup, là, les valeurs, disons, les limites morales peuvent être brouillées, puisque je pense que je n'ai pas demandé, je reçois simplement. Mais celle qui donne, elle sait ce qu'elle fait. Elle est juste sur la vulnérabilité que j'ai pour dire, bon, comme je suis pauvre, bon, il sait que j'en ai besoin, il me donne, je fais son service. Oui, la nuance que j'aimerais toujours qu'on apporte, mais vous nous dites que la rigueur du droit nous dit non. Ça veut dire que si je n'ai demandé aucune somme à quelqu'un, je donne un exemple, vous êtes sur mon plateau, vous êtes un invité, l'entretien fini, vous me donnez de l'argent, je suis corrompu? Alors, comme nous avions essayé de définir, la corruption, c'est essayer d'influencer une action. Donc, ou bien l'accomplir ou ne pas l'accomplir. Si je vous donnais l'argent après, ça, ce n'est pas une corruption, c'est une faveur. Mais qui peut alors vous rendre redevable envers moi. C'est ça. Qui peut vous rendre donc, si vous m'avez donné l'argent avant l'émission, là, c'était la corruption totale. Oui, parce que là, c'est pas simplement vous donner, c'est vous donner avec l'idée. Il ne faut pas me donner, si vous pouviez. Si, par exemple, je vous avais donné l'argent pour m'inviter, ça, c'est la corruption. Ou si j'avais demandé à quelqu'un de vous donner l'argent pour m'inviter, ça, c'est la corruption. Mais après, bon, bien sûr, il ne faut pas non plus casser toute la civilité de remerciement. C'est normal. C'est normal que quelqu'un dise merci pour des gestes. Le service est rendu, merci. Ça c'est normal. Mais avec aussi possibilité que l'intention peut être, je suis en train de baliser pour que la prochaine fois, vous ne puissiez pas dire non. Parce que je me sentirais redevable. Voilà. Et du coup, très malin. Ça peut être une façon subtile de corrompre. On dit que souvent que la corruption s'attaque au fondement des institutions démocratiques en faussant les élections, par exemple, en corrompant l'état de droit et en créant des appareils bureaucratiques dont l'unique fonction réside dans la sollicitation des pots de vin. C'est une réalité? Oui, c'est une réalité parce que, en fait, quand nous parlons de corruption, ça vise vraiment, vous regardez dans les documents, c'est plus l'agent public. L'agent public. Et comment, si par exemple, déjà je comprends mon service comme le lieu d'enrichissement, et bien sûr que ça va corrompre parce que je ne vais pas quitter, je ne vais pas accepter l'intégrité du processus. Parce que c'est ça. La corruption, c'est d'abord refuser la procédure qui est lente, par exemple. Et du coup, vous voulez aller vite ou alors vous voulez rester là et ça va aller. Mais ça soulève deux problèmes. Le premier, c'est-à-dire qu'on va éviter d'introduire des gens intègres dans ces services parce que, bon, la personne qui est intègre, elle ne va pas vouloir participer à tout ça. Et donc, elle va un peu casser la dynamique. Donc, on va rester dans une espèce de huis clos de corrompus. Exactement. Et puis, si vous permettez, même si vous essayez maintenant de dénoncer ce cercle-là, vous risquez d'y passer. Oui. Vous risquez d'y passer. Et quatrièmement, puisque maintenant, quand vous allez solliciter les votes, on ne va pas écouter ce que vous dites, ni ce que vous proposez comme projet de société, mais ce que vous donnez. Oui. On achète les consciences. Et quand vous achetez, alors après, bien sûr, qui va vous demander les comptes? Puisque vous avez acheté, vous en disposez comme vous voulez. Dernière question. J'ai interrogé il n'y a pas longtemps un commissaire de l'UEMOA sur la digitalisation et je lui demandais pour quelles raisons ça met autant de temps en Afrique. Et il m'expliquait que beaucoup d'États ne veulent pas.
Oui. Parce que là, ça imposerait une transparence. Yeah. Il n'y aurait plus d'excuses au service. On n'aurait plus à se déplacer physiquement pour aller chercher un tel document, l'état civil, à revenir, à rajouter de l'argent, et que ça arrange beaucoup de monde, cette lenteur. C'est vrai, la digitalisation, c'est une solution. Alors, il faudrait savoir... peut-être c'est ce que nous disions. La corruption se développe dans une culture. Et dans cette culture, chacun y trouvait son compte, d'une certaine manière. À la limite, c'est plus facile, pour tous ceux qui font business, c'est plus facile de payer 100 francs et passer plutôt que de rester une journée pour avoir un papier. OK? Et du coup, dans la digitalisation, donc, il n'y aura plus de ces rapports de faveur, de ces rapports de négociation pour le papier. Et celui qui avait bâti sa vie sur ça, il va vivre comment? Vous voyez? Donc, effectivement, la transparence, c'est une des solutions qu'on propose quand on parle de lutter contre la corruption. Et la digitalisation, bien sûr, au moins, ça va éliminer un grand nombre de... C'est pas que la corruption ne peut pas y avoir à travers la digitalisation. Oui. Mais c'est pas tout le monde qui sait manier cet instrument pour tricher. Et du coup, au moins, il y a pas mal... Parce que parmi les choses qui favorisent la corruption, c'est tout selon processus. Quand vous devez passer pour avoir un papier, vous devez passer dans 12 bureaux. Vous voyez? À chaque niveau, chacun peut te bloquer pour te dire si tu me donnes pas. Si tu me... Ma part. Voilà. Mais si c'est par Internet, et puis ça me revient, vous voyez, à la limite, celui qui délivre le dernier, je peux. Mais là aussi, bien sûr, si nous ne voulons pas, ça peut ne pas. Parce que je peux faire traîner. Je peux dire qu'il y a des bugs, que ça n'a pas fonctionné. Oui. Mais si tu m'envoies que ça, je peux essayer. Donc, tant qu'il y aura des hommes, il y aura de la corruption. C'est inhérent à la nature humaine. Ouais. Ça sera le mot de la fin. Merci infiniment pour tous ces éléments de réponse. Merci à vous de nous avoir suivis et restez sur RTI 1. Merci beaucoup.